Bonjour tout le monde. Alors, je vous fais cette petite vidéo que je voulais faire déjà la semaine dernière, qui va parler de la procréation médicalement assistée et de tout ce qu'il y a autour qu'on ne voit pas évidemment, tout ce qui est moi, mon domaine, tout ce qui est le champ plus subtil autour de ce sujet-là. C'est un sujet que j'ai l'habitude d'accompagner parce que j'ai, parmi tous les petits clients qui viennent me voir, j'en ai plusieurs qui proviennent justement, leurs origines, ils ont été procréés de façon médicale, de façon assistée. J'ai aussi dans les personnes qui viennent me voir, des adultes qui veulent soit en amont de la procréation médicalement assistée, donc qui viennent me voir pour qu'on puisse justement aller délivrer toutes les causes qui peuvent les empêcher aujourd'hui de réussir à avoir un enfant. Et il y en a aussi qui viennent en parallèle de leur procréation médicalement assistée pour mettre vraiment le plus de chances de leur côté que ça fonctionne. Donc c'est un sujet que j'ai l'habitude d'accompagner, mais cette fois-ci c'était quand même relativement spécial. C'était spécial de par l'histoire de cette procréation et par la force en fait de cette séance qui a donc eu lieu la semaine dernière. Comme si en fait ce petit garçon que je vais l'appeler Adrien pour pas citer son vrai prénom. J'ai essayé de pas me tromper parce que vu qu'il s'appelle pas Adrien, je vais avoir du mal à faire le switch dans ma tête. On va essayer en tout cas. Et donc c'est comme si ce petit garçon quelque part me demandait de parler de cette histoire parce qu'en fait il a eu le grand besoin que tout son vécu soit partagé à sa maman. Et vous allez voir, je vais vous raconter son histoire, donc vous allez comprendre pourquoi. Il avait vraiment besoin que sa maman sache ce par quoi il était passé. Comme si on allait donner une légitimité du coup à ce qui s'est passé pour lui. C'est un petit peu comme, c'est ce que j'ai dit à sa maman pendant la séance, c'est un petit peu comme quand il y a un tabou, un secret de famille, par exemple un enfant illégitime dans un arbre généalogique, et on va mettre cet enfant sous tel père, et en fait si c'est pas son père, il va y avoir des inconforts, des grincements, des gens qui sont pas bien, voilà, il va y avoir quelque chose qui se passe qui va pas. À partir du moment où on lève le voile, où on met carte sur table sur ce qui s'est passé, sur la vérité telle qu'elle est, en fait, la réalité des choses, c'est comme si tout le monde retrouvait sa juste place dans l'arbre et que du coup, il n'y avait plus des tiraillements énergétiques dans tous les sens. Là, c'était un petit peu la même chose. Il avait vraiment besoin de partager, que ça se sache, que ce soit dit. Voilà ce qui s'est passé pour moi, en fait, pour pouvoir s'en délivrer. Et c'est comme si derrière, j'avais entendu en plus, et pas que maman, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait que maman qui le sache. Il faut que ça se sache vraiment de façon plus large pour que les gens qui sont concernés par la même histoire, ou encore mieux, tous les professionnels de ce monde-là, puissent être au courant de la face cachée, de ce qu'on ne voit pas. Parce que dans tout ce qui est procréation médicalement assistée, il y a l'homme qui essaye d'être aussi fort que la vie, et donc qui arrive vraiment au niveau matériel, au niveau physique, à fabriquer un être, un corps en tout cas. Mais est-ce qu'on se soucie de ce qui se passe au niveau de son âme, au niveau de l'incarnation de l'âme dans ce corps qui est fabriqué? Est-ce qu'on se soucie de toute la conscience, de l'esprit, de tout ce qu'il y a d'invisible et qui se passe à ce moment-là? Si oui, moi je vous inviterai à vous poser cette question avant même que j'aille plus en profondeur partager sur ce sujet. Alors déjà, quand un bébé est créé de façon naturelle, à quel moment vous pensez que son âme, son essence subtile là, descend à l'intérieur de son corps? Ça, c'est la première question. Et une fois que vous avez la réponse à cette question, votre réponse à vous en tout cas, à votre avis, à quel moment, quand un embryon est fabriqué de façon assistée par le monde médical, à quel moment sa conscience arrive? À quel moment sa conscience est là déjà? Ça, c'est intéressant. Et c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui grâce à Adrien et à son histoire. Alors, je vais vous passer le pourquoi la maman vient me voir. Et voilà. On a déjà travaillé en amont un peu sur maman, puisqu'elle voulait travailler pour sa relation à son fils. Son fils qui est hautement sensible, très 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 sensible, un grand hypersensible. Et donc elle veut apprendre à le connaître davantage. Elle ne connaissait pas du tout ce profil avant, et puis voilà, comme elle a rencontré certaines difficultés, elle s'est penchée un petit peu pour se renseigner.
Et c'est là qu'elle a découvert le profil d'hypersensible, et donc elle a vu que son fils collait parfaitement à tout ça, et elle s'est reconnue aussi elle-même dedans. Et donc on a fait déjà 2 séances, me semble-t-il, pour elle en amont, pour travailler sur cette relation, puisque ça commençait par elle, voilà. Ce travail on était invité à le faire débuter par elle. Et donc là, la dernière fois, la semaine dernière, c'était la première séance pour son fils. Et donc moi, je suis partie en lecture médiumnique, en traduction, et aussi beaucoup en lecture médiumnique et en soins énergétiques. Donc voilà comment ça se passe très brièvement. Moi, du coup, je ne suis pas en lien direct avec l'enfant, il n'est pas à mon cabinet. Je travaille pour lui à distance, pas en visio. Je travaille vraiment pour lui en ouvrant un pont, en ouvrant une porte à travers laquelle il peut venir m'envoyer, s'il le souhaite, des informations qui le concernent par rapport à la problématique qui est la sienne, pour qu'on puisse un peu comprendre quelles sont les bases, quelles sont les origines de tout ça et comment est-ce qu'on peut démêler ça pour l'aider. Donc pour ce faire, évidemment, c'est pas à lui que je pose les questions, c'est à sa sagesse, cette partie qu'on a tous en nous, tous les êtres humains, les grands, les petits, les garçons, les filles, les animaux, tout être vivant. On est en lien avec cette sagesse profonde, cette source, peu importe son nom. Et du coup, moi, je vais questionner cet espace pour avoir des réponses, pour qu'on puisse comprendre ce qui se joue et qu'on puisse comprendre aussi quelles seraient les choses éventuelles à mettre en place s'il y en a. Mais déjà, la plus grande partie du travail, c'est déjà de réussir à comprendre ce qui se joue, comme si on pouvait dire à haute voix ce qui se joue à l'intérieur de l'enfant. Et c'est comme si du coup, il y avait un soulagement parce que ça y est, je suis compris. Je suis compris et du coup, je suis acceptée aussi. Parce que si je dis tout ça, si je raconte toute mon histoire et que derrière mes parents restent là, sont touchés par mon histoire, sont touchés et comprennent enfin des choses, me comprennent dans ma façon de fonctionner, alors là c'est une preuve d'amour, la meilleure qu'on puisse trouver, en tout cas celle qui apporte le plus de sécurité. Parce que du coup l'enfant se sent accueilli et accepté tel qu'il est, avec toute son histoire. Et avec tout l'impact qu'elle peut avoir sur qui il est aujourd'hui. Donc me voilà en connexion avec ce petit bonhomme qui m'a donc partagé beaucoup de choses. Et avant que je vous raconte ce qu'il m'a partagé sur le plan subtil, je vais vous donner quelques informations au niveau factuel. Donc Adrien, il est issu donc lui d'une fécondation in vitro, mais pas n'importe laquelle. Voilà son histoire. Il a été désiré par des parents qui, semble-t-il, n'arrivaient pas à avoir d'enfants de façon naturelle. Et la maman, elle, n'avait soit pas d'ovule, d'ovocytes permettant de faire un bébé, ou en tous les cas, on n'a pas pu prendre son matériel génétique à elle et le matériel génétique du papa pour faire un bébé. Donc en fait, on a fait appel à une mère donneuse, donc anonyme, pour avoir des ovocytes. Et le papa, par contre, lui, il avait les spermatozoïdes qui fonctionnaient, entre guillemets. Du coup, on a pu prendre les spermatozoïdes du papa pour procréer cet embryon. Ce qui veut dire que là, déjà, il y a 3 parents. Il y a la mère biologique, il y a la maman de cœur, en tout cas celle qui porte le projet d'avoir un bébé, et il y a le papa, qui est le papa de cœur qui porte le projet, et en même temps le père biologique. Ils sont 3 pour l'instant. On ne connaît pas l'histoire de cette famille-là, puisque on n'a pas d'informations, évidemment, ce sont des informations secrètes. Mais ce que l'on sait, c'est que Adrien, lui, est un petit embryon issu de ça, issu de ce mariage des 3 personnes-là. C'est-à-dire que ces gens-là ont fait faire une fécondation in vitro pour pouvoir avoir un enfant. Et probablement qu'un de ces embryons a été implanté dans l'utérus de la maman qui a pu avoir un enfant. Peut-être que cette maman ne voulait qu'un seul enfant. Peut-être que cette maman a pu avoir un 2e enfant de façon naturelle et que du coup, elle n'avait plus envie d'avoir un 2e enfant de façon PMA, de façon médicalement assistée. En tous les cas, il restait ici Adrien.
en mode embryon de 5 jours congelé. Et même si ça on ne peut pas le savoir de façon officielle, de moi ce que j'ai pu comprendre et capter, c'est qu'il restait aussi quelqu'un d'autre. Il y avait un autre embryon. Tous les deux étaient en attente, en mode congelé. Et voilà, sans qu'on sache les raisons de ces parents qui ont tant voulu avoir un enfant, Adrien et l'autre embryon qui restait n'ont pas été implantés dans l'utérus de cette maman et n'ont pas rejoint du coup cette famille qui a tant voulu pourtant avoir un enfant. Ce qui fait que du coup dans le pays duquel ils viennent, parce que c'était pas en France ce genre de choses là ça se fait pas comme ça, il y avait 3 options possibles. La première, c'est soit on fait un don à la science de cet embryon. Donc don à la science, on ne sait pas ce qu'il advient de cet embryon, mais voilà, on le donne. Il peut y avoir destruction de l'embryon, donc on le détruit, tout simplement. Ce mot me glace le sang. Et il peut y avoir aussi un don. Un don pour une famille qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Chez nous, en France, le don d'embryon n'est pas encore au goût du jour. On peut faire des dons de sperme ou des dons d'ovocytes, mais les dons d'embryons qui ont déjà donc été fabriqués puis qui sont là en attente, ça se fait pas. Cette famille, du coup, a décidé de donner cet embryon restant qui était Adrien. Et c'est comme ça que ma cliente a pu avoir son 2e enfant. Elle voulait absolument un 2e enfant et elle n'était plus en couple à ce moment-là. Et comme on arrivait vraiment au moment qui était pour elle sa date limite pour avoir un 2e enfant, c'est ce vers quoi elle s'est penchée. Donc voilà notre petit Adrien avec une maman en plus. Donc il a une mère donneuse, il a une mère qui portait le projet et un père qui était en même temps celui qui portait le projet et qui était le donneur. Et en plus de ça, il a une maman maintenant, celle dans qui il a été implanté et celle dans qui il a pu grandir et naître et faire sa vie actuelle. Ce qu'il a voulu me partager à ce moment-là de sa vie, c'est tout ce qui s'est passé avant de connaître sa maman de cœur, sa maman actuelle. Et c'est vraiment très intéressant du point de vue de la maman parce que voilà ce qu'elle m'a partagé en retour de séance, c'est qu'elle m'a dit, en fait j'ai été très touchée parce que moi j'avais pas vu ça du tout de son point de vue. Dis-moi, en fait, c'était mon enfant, je l'ai tellement voulu, je l'ai porté, j'ai été enceinte, j'ai accouché, je l'ai allaité, qu'en fait pour moi c'était mon enfant et que bien entendu, s'il avait voulu connaître ses origines biologiques, quand il serait plus grand, je lui aurais dit ça et ça, je l'aurais aidé à chercher sa famille, enfin son père, puisque du coup, enfin voilà, elle était vraiment très ouverte à tout ça. Elle lui a même déjà parlé un petit peu de la façon dont il a été fabriqué, avec des mots très très simples, juste 1 ou 2 phrases. Mais voilà, il n'y a pas de tabou du tout pour ça. Par contre, elle était loin de penser qu'il portait encore la mémoire de ce qui s'est passé avant qu'elle arrive dans sa vie. En fait, il était déjà tellement tout petit, moi je vous fais ça, mais c'est encore plus petit que ça, hein. Un embryon de 5 jours, c'est grand comme un grain de sable, quoi. Donc en fait, on est tellement loin de penser qu'il y a un monde pour eux à ce niveau-là que elle est comme tombée des nues, en fait, d'apprendre tout ce que ce petit nous a appris. C'est comme si en même temps, c'était évident, quand on raconte l'histoire, ça se tient, on comprend, on est touché, et en même temps, on se dit, merde, j'avais pas pensé, quoi. Alors comme je lui ai dit, il y a déjà des gens qui pensent que, par exemple, quand on adopte un bébé qui a 1 mois déjà, il y a déjà des gens qui pensent que, il va pas se rappeler de ce qui s'est passé dans le 1er mois de sa vie et tout ci et tout ça. Donc comment est-ce qu'on peut penser qu'un embryon de 5 jours peut avoir une mémoire, même si c'est pas la même mémoire que celle que nous on a à l'âge adulte, comment est-ce qu'on peut penser ça? C'est pas facile, hein. Quand on n'est pas dans le domaine, ça s'invente pas. Alors il y a des gens aussi, intuitivement, ils vont être portés sur ce genre de choses. Moi par exemple, c'est quelque chose après où je me suis dit, oui c'est tellement évident. Quand j'ai commencé à faire ce métier-là, c'est quelque chose qui est venu me chercher. Je me dis, mais alors comment ça se passe pour ces personnes, ces bébés, ces embryons qui sont congelés, qui sont en attente? Mais quand on n'est pas du tout dans le domaine, qu'on n'a aucune notion de tout ce qui se passe dans les mondes invisibles lors de la création,
bah, on ne peut pas l'inventer. Donc voilà ce que le petit Adrien nous a partagé. Déjà, il a partagé une énorme tristesse. Et oui, la conscience qui habite un embryon de moins de 5 jours peut porter de la tristesse. Et ça n'est pas une tristesse qui arrive d'une vie passée. Alors ça peut être en lien avec une vie passée, ça peut être en lien avec le transgénérationnel, mais là c'était vraiment en lien avec ce qui se passait pour lui. Ce petit bonhomme là, j'ai du mal à dire Adrien parce qu'il ne s'appelle pas comme ça, il voulait nous montrer le thème de la séparation. Il voulait nous montrer comme il était vraiment séparé et non séparé sur d'autres sujets de plein de choses. C'était vraiment le thème récurrent, c'était séparation. Déjà, on a pu voir tout au long de cette séance, quand j'étais en lien avec sa structure énergétique, qu'il y avait comme une séparation, comme une scission là, au milieu, qui séparait sa gauche et sa droite de façon très nette. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi quand on s'occupe des réflexes archaïques. Cette ligne-là, imaginaire, s'appelle la ligne médiane, et certains enfants ont du mal à la croiser, d'ailleurs certains adultes aussi. C'est ce qui fait que d'ailleurs certains enfants écrivent des deux mains, parce qu'en fait ils commencent à écrire avec leur main gauche, puis quand ils arrivent sur cette ligne, c'est comme si ça ne pouvait pas passer de l'autre côté, ben ils vont prendre le relais avec cette main-là et continuer. C'est aussi comme si ils arrivaient difficilement à faire passer un objet d'une main à l'autre en croisant cette ligne. Donc là, il y a plusieurs réflexes qui sont mis je trouve pas mes mots, qui sont concernés, on va dire, quand il y a eu cette difficulté-là, de croiser la ligne médiane. Et ces réflexes-là portent certains signes extérieurs qu'on peut observer, et évidemment, le petit Adrien portait ces signes extérieurs. Donc il y a une séparation gauche-droite. Ce qu'on a su, c'est que du coup, on était là en lien avec la séparation avec sa jumelle. Sa jumelle, c'est-à-dire le petit embryon qui était tout comme lui, qui a été fabriqué en même temps que lui, mais qui a été, avant d'être congelé, lui, au lieu d'être congelé, lui, a été implanté dans l'utérus de sa maman. Imaginez, c'est comme si il y avait conception de deux jumeaux à l'intérieur d'une maman et qu'on allait en enlever un pour le mettre ailleurs ou pour l'enlever ou quoi que ce soit. Celui qui reste ou celui qui est enlevé, waouh, c'est violent, c'est un déchirement, c'est énorme. Donc déjà, il nous montrait ça. Il nous montrait ce déchirement entre deux. Il nous le montre aussi d'ailleurs à travers des signes qu'on peut toujours interpréter grâce à la grille des réflexes archaïques, où il s'assoit sur un côté mais pas sur l'autre. Donc quand il est sur sa chaise, il n'est pas bien assis sur sa chaise, il est assis sur son côté droit, donc le côté masculin, celui qu'il représente lui. Et le côté gauche est comme dans le vide, quoi. En fait, il n'est pas assis avec son côté gauche, avec sa fesse gauche. Donc là, on est surtout son côté féminin qui est manquant, comme s'il lui manquait quelque chose. Ça, c'était une des séparations dont il voulait nous parler. Il a aussi voulu nous parler de la difficulté pour lui, en fait, à avoir une séparation avec l'extérieur. Cette séparation qui est pourtant normalement, qui est faite naturellement quand on fabrique, quand on crée un bébé. Parce qu'en fait, le bébé, il est créé dans une matrice qui, elle, a sa protection. Alors déjà, il y a l'utérus qui est en soi, qui a une vibration particulière, celle vraiment du chakra sacré de la maman. Mais il y a aussi tout le champ énergétique de la maman qui vient protéger, puisqu'il est fabriqué à l'intérieur d'un être qui lui-même a une protection énergétique. Bon, sauf si la maman, elle a un ancrage un peu bizarre et que du coup c'est poreux dans tous les sens, mais c'est quand même mieux que rien, il n'y a pas rien du tout. Quand on est créé, ce qu'il a pu vraiment me montrer, je l'ai vu à plein de reprises quand j'ai accompagné des enfants qui ont été procréés de façon médicale, mais là c'était vraiment très très fort ce qu'il me montrait. C'est comme s'il n'avait eu zéro membrane énergétique. C'est comme s'il n'avait rien eu pour lui permettre de délimiter qui il est lui, donc lui, son corps et son énergie, et l'extérieur. C'est comme s'il a posé dans son éprouvette là, il n'y avait rien autour de lui, il y avait pas de mur, il n'y avait pas de limite en fait, c'était une vastitude, mon Dieu, qui est
presque à bout de souffle là, c'est waouh, 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 je peux plus là, je peux plus. Hein. Ça fait peur, un peu comme quand j'imagine, quand on saute en parachute et qu'on a tout le vent qui nous arrive là. Il y en a tellement que du coup, on a du mal à reprendre son souffle. Du coup, il venait nous montrer ça. Il venait nous montrer que la façon dont il avait été procréé ne lui avait pas permis de fabriquer cette bulle énergétique autour de lui. Évidemment, son histoire attirant, aimantant quelqu'un à son image, il attire sa maman qui, elle, a aussi des difficultés au niveau de sa membrane, puisqu'elle est aussi hypersensible. Elle a une membrane, elle n'a pas rien du tout, mais une membrane déjà très fine, de par son hypersensibilité, et perforée, entre guillemets, parce que voilà, son histoire, avec des traumatismes, avec des difficultés d'enfant, a fait que du coup, elle est plus harmonieuse et elle ne fait pas son travail de protection, de délimitation entre l'intérieur et l'extérieur. Du coup, ça nous montre aussi son besoin à cet enfant d'avoir des limites qui sont très nettes, très claires, et qu'on ne vienne pas empiéter sur son territoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en face de quelqu'un qui a ce genre de protection, c'est-à-dire aucune protection, on peut, sans qu'on sache vraiment pourquoi, on peut être porté à vouloir aller chez lui, à l'intérieur de son espace qui n'est pas délimité. C'est comme si c'était... On ne fait pas exprès, c'est comme ça. Vous savez, c'est comme ces enfants qui sont toujours embêtés dans la cour de récré à l'école. On vient les embêter, on vient les prendre comme ça, on leur fait ça sur la tête, machin, tout ça, ils sont toujours enquiquinés. Pourquoi? Ils n'ont pas de champ énergétique suffisamment contenu, dense autour d'eux. C'est comme si c'était tout éparpillé, il n'y a pas du tout de limite. Ce qui fait que du coup, tout le monde a envie de rentrer, quoi. C'est comme c'est comme on rentre dans un moulin, comme on dit, c'est pareil. C'est comme une maison où la porte d'entrée, elle a été démontée, on rentre, on sort, on fait comme chez nous, en fait. Donc lui, il nous montre ça. Il me montre comme si, moi je l'ai vu comme un cristal pur, donc très aiguisé, très aigu, très cristallin, très pur, et tellement envahi par tout l'extérieur, mais partout, par les gens, les émotions, les lieux, les bruits, tout ce qu'on veut sur tous les plans. Donc la séparation là était encore délicate. Et on a dû travailler sur le plan physique pour commencer. C'est-à-dire que avant même d'aller voir ce qui se joue de façon sous-jacente dans la façon de fonctionner avec sa mère, parce que c'était surtout la relation à sa mère qui nous intéressait ici, avant même de l'aider, de reconstruire une bulle ou quoi que ce soit, non, ça se fait pas comme ça, enfin en tout cas pas chez moi, il a fallu qu'on commence par épurer son espace. C'est-à-dire que moi j'ai demandé à sa maman comment était son espace et si on pouvait déjà commencer à le gérer au niveau des plans physiques. Il fallait que son espace soit ordré, rangé, parce qu'un espace non rangé, en bazar ou non nettoyé, c'est comme si au niveau des énergies, il n'émettait pas quelque chose d'harmonieux, mais c'était comme si c'était brouillon et que ça fusait dans tous les sens. Donc quelqu'un qui est là-dedans et qui n'a pas lui de protection énergétique adéquate, il se prend tout dans tous les sens. Ça fait qu'on ne peut pas se concentrer, ça fait qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, qu'on a toujours des bâtons dans les roues, enfin c'est super dur à vivre. Donc du coup, j'ai demandé à sa maman si ce petit-là, il savait ranger. Parce que des fois, ces enfants, du coup, ils ont un besoin de ranger. Il faut que ce soit méticuleux, tac, tac, tac. Et en fait, c'est pas maladif, c'est juste que pour eux, c'est obligé. Ils ont trouvé comment faire pour gérer ça. Chez cet enfant, la maman me dit, non, justement, lui, il sait pas ranger. Donc lui, il est dans l'autre extrême. Il y a les deux. Il y a celui qui a trouvé la façon et qui veut plus déroger du fait qu'il faut que tout soit clean, bien rangé, tout ça. Et il y a aussi l'autre qui, du coup, est tellement pris dedans qu'il n'est pas capable, en fait, il comprend même pas que cet espace doit être organisé pour qu'il se sente mieux. Auquel cas, et c'est ce que la maman m'a dit, elle m'a dit, même si j'aimerais que ce soit lui qui range son espace de jeu, quand je vais me coucher le soir et que je vois son espace qui n'est pas rangé, j'ai envie d'aller le ranger parce que je veux pas que quand il descende le lendemain, il arrive dans un espace qui est brouillon déjà. Ça, elle fait super bien à la maman. Parce qu'en effet, même si pour le moment il peut pas ranger, au moins il peut venir profiter de son espace dans un endroit qui est safe pour lui. C'est pas un truc qui va venir l'agresser, entre guillemets. Donc on a commencé par ça. Et aussi par aller vraiment extraire qu'est-ce qui ne m'appartient pas dans ma chambre et que je vais aller mettre ailleurs. Et qu'est-ce qui m'appartient qui est dans une autre pièce et que je peux rapatrier chez moi. Vous voyez? C'est comme si déjà sur le plan extérieur, on allait faire
marquer les choses pour que quand le travail intérieur se fasse, ça puisse aussi tenir. À savoir que tout ce qui est à l'extérieur de moi est un miroir de ce qui est à l'intérieur. Donc, on pourrait croire qu'il faut commencer par travailler à l'intérieur de soi et puis qu'après, ça va se faire de soi à l'extérieur. Oui, quand on est sur des tout petits, c'est bien de donner un coup de main quand même, et même pour les plus grands d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, ça c'est sûr, mais on peut le faire en parallèle de l'accompagnement intérieur. C'est ce qu'on a fait là du coup pour Adrien. Et du coup, la maman, elle me dit, bah oui, en fait, dans la chambre, derrière son placard, j'ai des cartons avec tout plein de vêtements à moi, ceci, cela. Alors les vêtements, c'est ce qu'il y a de pire, entre guillemets, parce que du coup, les vêtements, c'est mes déguisements, mes masques, ma façon de me montrer au monde. Et donc, du coup, c'est comme s'il allait prendre vraiment, au niveau symbolique, il allait prendre tout ce qui appartient à sa maman, et donc qui n'est pas lui. Il y avait aussi son lit, puisque du coup, son lit, c'était l'ancien lit de sa maman et l'ancien lit conjugal en plus, donc avec toutes les mémoires que ça implique. Et d'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse pour vous dire, parce que je fais souvent quand j'ai des parenthèses qui me viennent comme ça à partager, c'est ce que j'ai partagé à la maman pendant la séance. Tout ce que vous achetez d'occasion, hein, y a beaucoup de gens qui achètent aujourd'hui sur le Bon Coin, sur les choses comme ça, surtout quand c'est pour vos enfants. Alors quand c'est pour vous, vous faites ce que vous voulez, mais pour vos enfants qui sont en plus très très réceptifs à tout ça, c'est très important de faire un nettoyage énergétique. Il n'y a pas besoin de faire venir quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est à vous de le faire, ce nettoyage énergétique, pour enlever toutes les mémoires de ce que porte l'objet que vous avez acheté. Notamment, je pense à ça par rapport au sommeil des bébés, où je reçois beaucoup de bébés par rapport à leur sommeil, et où il y a souvent des parents qui ont acheté un matelas ou un lit sur le Bon Coin, ou qui récupèrent le matelas ou le lit du cousin, de la cousine, du frère, peu importe. Ou encore pire, ah c'est mon lit à moi quand j'étais petite. Des trucs comme ça. Et bien là, c'est super important de pouvoir bien nettoyer tout ça. Parce que si on a affaire à un bébé qui était bien, qui dormait bien, qui était bien dans sa peau, qui était... voilà, ben, on prend ses bonnes énergies, alors même si ce n'est pas les nôtres, voilà, c'est du porteur, on va dire. À côté de ça, si on a récupéré le matelas d'un petit qui faisait des cauchemars ou d'un petit qu'on laissait pleurer parce qu'on avait décidé que c'était comme ça que ça se passait, il faut qu'il se fasse les poumons, il faut qu'il se débrouille tout seul, peu importe, et que du coup tous les soirs il y a cette espèce de détresse, de désespoir d'être posé dans son lit ou quoi que ce soit, bah votre enfant, pour peu qu'il soit hypersensible ou encore plus là comme Adrien, c'est-à-dire sans protection presque, bah, il prend tout ça en fait. Donc derrière, bah, il peut être perturbé. Fermons la parenthèse. Donc il y avait cette histoire-là de séparation. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Attendez que je regarde mes notes. Mes notes de référence. Oui, donc voilà ce qu'il voulait nous montrer, c'était que il n'avait pas été fabriqué dans l'union, donc unité, union d'un père et d'une mère. C'est comme s'il y avait normalement une bulle énergétique au moment de la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste la bulle énergétique de l'utérus et de la maman, puisque ça, il a pu la trouver dans un second temps, dans sa maman actuelle. Il y a aussi la bulle énergétique de l'alliance homme-femme au moment de la création du bébé. C'est comme s'il y avait vraiment une unité entre deux êtres qui allait signer aussi une unité à l'intérieur de l'être en préparation. Et que du coup, cette unité, c'est une bulle dans laquelle on est en train de se construire. Ce petit-là, il nous montrait que lui, il était comme tiraillé, comme au milieu, comme si c'était un enfant dont on tirait les bras et les jambes de façon élastique, entre sa mère biologique, qui était peut-être à Perpète-les-Oies, on ne sait pas où elle était, en tout cas les ovules étaient là, mais il n'y avait pas de maman, et le papa, qui était le père biologique, à un autre bout, qui se sont jamais rencontrés, qui savent même pas l'un et l'autre qu'ils existent. Donc on est tellement loin de cette unité, de cette création première. Alors encore plus quand il y a de l'amour, parce que quand il y a de l'amour, ça rajoute encore plus la protection. Il y a une dimension supplémentaire au moment de la création. Mais là, non seulement il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité, mais on est à l'autre extrême, puisqu'en fait, on est des gens qui ne se sont jamais vus, qui ne se verront possiblement jamais, qui ne se connaissent pas, qui sont chacun à un bout, géographiquement parlant. Enfin, on est vraiment sur un extrême. Et donc là aussi, on est sur le thème de la séparation.
encore séparation homme-femme, encore séparation intérieure-extérieure et tout ça. Donc ça avait été vraiment vécu de façon difficile et ça le faisait partir avec un genre de handicap, avec plein de guillemets évidemment, mais en tout cas, il n'a pas eu cette fécondation dans un endroit safe. Donc ça lui donne pas toutes les cartes pour commencer son parcours. Et ensuite, ce qu'il a partagé avec moi, c'est cet espace d'attente. Déjà, le fait qu'il soit séparé là, après avoir été pendant 5 jours, après la conception, après avoir été certes dans cet espace sans délimitation, après avoir été créé sans amour, sans tout ça, il était quand même là avec plusieurs autres embryons. Déjà, il y a quelque chose qui a été flippant pour lui, mais vraiment, vraiment flippant. C'est le fait que déjà, tout le monde n'est pas tenu. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs embryons qui ont été fabriqués, parce que quand on fait un essai, en général, c'est pas un seul, on en tente plusieurs, et puis même parfois même on en implante plusieurs, pour être sûr qu'il y en a au moins un qui tienne. Et du coup, parmi tous les essais, là, il y en a plusieurs qui n'ont pas fonctionné, et donc qui sont comme morts. Bien sûr, on n'est pas censé employer ce mot-là, parce qu'on est sur des amas cellulaires, donc on peut juste dire qu'ils n'ont pas pris, qu'ils ne se sont pas développés. Mais si jamais ces amas cellulaires qui avaient été fécondés étaient habités d'une conscience, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Quand on est en procréation médicalement assistée, moi je ne l'ai jamais eu à le traduire, mais de par la formatrice, ma formatrice et d'autres personnes qui travaillent aussi en traduction de bébés, de par ces personnes-là, apparemment, je sais que tous les bébés qui sont procréés de façon médicale ne sont pas forcément, les embryons ne sont pas forcément déjà habités par une âme. Parfois, l'âme arrive après seulement quand bébé arrive dans l'utérus de la maman qui va être sa maman. Bon, là, ce n'était pas le cas pour mon petit client. Mais pour un peu que ces embryons-là, qui n'ont pas tenu pour être congelés, pour être gardés, étaient habités d'une âme, ça veut dire qu'il y a déjà séparation. Il y a déjà, waouh, il y a des frères ou des sœurs qui ne tiennent pas. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la gémellité intra-utérine. Sans parler de procréation médicalement assistée, je suis créée avec un frère ou une sœur, et lui tient pas la route. Et souvent, papa et maman sont pas au courant, parce que ça se passe très rapidement après la conception. Et pourtant, j'en garde des marques, jusque très tard dans ma vie. Donc là, lui, il a non seulement ça, mais après, il y a aussi des petits embryons du même âge que lui, dont il est séparé et qui ne savent pas du tout où ils vont. Ils vont quelque part, pourquoi moi j'y vais pas, entre guillemets. Et du coup, c'est là que commence à se jouer quelque chose. C'est waouh, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, moi? Pourquoi est-ce que moi je suis pas choisie? Pourquoi est-ce que moi je vais pas vers papa et maman là? Parce qu'il y a un appel du cœur. Je veux un enfant, je veux tellement un enfant, je veux tellement un enfant. Ben, je suis là quoi. Merde, j'ai réussi à m'accrocher, j'ai réussi à passer ce parcours du combattant. Je suis là. Ouh, vous me voyez pas? Pourquoi vous me prenez pas? Vous prenez la petite sœur là? Et moi je reste dans mon tube là. Et après congelé, alors, ça c'est encore autre chose, on n'en a pas parlé encore, mais j'ai déjà traduit ça par le passé. Quand il y a une âme qui arrive dans le corps qui a été fabriqué de façon médicale et que l'embryon ensuite est congelé, là c'est d'autres genres de difficultés, hein. D'ailleurs on peut trouver plein de rapports au froid, plein de rapports à la sidération, il y a plein de choses qui peuvent sortir avec ça. La solitude, enfin bref, il y a plein de choses. Là, pour en revenir à mon petit client, lui, il a eu la sensation que du coup, s'il n'avait pas été implanté, alors c'est pas dit de cette façon-là, on est d'accord, il n'est pas en train de penser, de nous parler sa réflexion, mais je suis en train de mettre en mots, de traduire en mots ce qui s'est passé de façon plutôt une mémoire cellulaire. En gros, c'est j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai fait des efforts du feu de Dieu et c'était pas suffisant. Même quand je fournis le maximum d'efforts, ça n'est pas suffisant. Pas suffisant pourquoi? Pour être aimé, pour être choisi, et donc je suis abandonnée. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui chez mon petit client.
À l'école, quand sa maîtresse lui demande de faire des exercices, il n'en fait aucun. Il ne veut pas les faire. Sa maman, quand elle récupère les cahiers, elle voit tous les exercices, toutes les trames des exercices qui sont là, qui ne sont pas faits. Les gommettes qui ne sont pas collées, les trucs qui ne sont pas coloriés, il n'y a rien qui est fait. Sa maîtresse ne peut pas le mettre au travail. Ce qu'on a traduit à ce moment-là, c'est que il ne peut pas faire quelque chose parce qu'il pense que s'il montre une faille, s'il montre quelque chose qui ne va pas, on va l'abandonner. Et que de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer parce que même quand on donne son maximum, quand on fait tous les efforts possibles, ça n'est pas suffisant. Donc le petit bonhomme, en fait, il préfère ne même pas essayer parce qu'il se dit que s'il essaye et que le résultat est nul, ce qui voudrait dire pas parfait, ben, il risque d'être abandonné. Et derrière ce risque d'abandon, c'est pas... Il y a la mort, en fait. Hein. C'est vraiment... Un petit bébé qui est abandonné, c'est un petit bébé qui meurt. Et puis là, il est en mode... Il boucle avec quand il était un tout petit bébé et un embryon. Donc là, il n'est pas... Même s'il a 4 ans aujourd'hui, il n'a pas tout ça, tout ce bagage-là. C'est que ça se passe dans un autre espace-temps. Et c'est comme si, d'ailleurs, il me confiait autre chose. C'est que c'est pas tant la mort qui est difficile là-dedans. C'est avant la mort. C'est cette espèce de solitude sans fin où on attend. C'est l'attente, où on ne sait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que quelqu'un vient? Est-ce que personne ne vient? Suite à cette séance, je vous donne déjà un petit peu de légèreté, ça va faire du bien. On revient après. Suite à cette séance, aujourd'hui, quand j'ai fait le débriefing avec sa maman, elle m'a dit que pour la première fois mardi, donc le lendemain du moment où la séance a été entendue par la maman, pour la première fois, il a dit à sa maman, aujourd'hui j'ai terminé mon travail. Moi, ça me touche énormément. Il a dit j'ai terminé. Ça veut dire qu'il a bien voulu se mettre au travail. Et il a même terminé. Et ce qui est d'ailleurs super chouette, c'est que le soir même du jour où sa maman a écouté la séance, il lui a dit, attendez, j'ai noté. Je ne suis plus triste, je sens le bonheur en moi. Ça vient de nulle part. C'est pas sa maman qui lui demande est-ce que ça va, est-ce que t'es moins triste aujourd'hui ou quoi que ce soit, qui voudrait un peu tâter le terrain. Non, la maman elle venait juste d'écouter la séance, elle n'était pas dans le fait d'essayer de faire un retour ou pas. Et le petit lui partage ça. Parce qu'il avait besoin que son histoire se sache. Il avait besoin qu'on sache tout ce qui se joue autour de tout ça, autour de toutes ces éprouvettes. Moi, c'est comme s'il me montrait un monde tellement froid. Alors, je ne connais pas ce monde-là personnellement, je ne suis jamais allée dans des services ou dans des cliniques qui s'occupent de ça. Par contre, j'ai eu souvent le retour de personnes qui viennent me voir après justement une procréation médicalement assistée qui n'a pas fonctionné, ou qui a fonctionné et qui viennent me voir pour leurs enfants, de me dire que c'était pas facile pour eux de se mettre à ça, ou c'est pas facile d'y aller parce qu'en fait, il y a une dimension humaine qui n'est pas assez présente. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ok, il y a telle analyse à faire, il y a tel truc à faire, après il y a des injections, après il y a ci, après il y a ça. C'est quelque chose de très mécanique, quelque chose de très, j'ai envie de dire biologique, on peut dire ça comme ça. Mais par contre, il n'y a pas vraiment la prise en charge de l'humain. Ils en font pas la pierre angulaire de leur boulot. Alors attention, je ne sais pas du tout comment ça se passe chez tout le monde, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont écouter et qui vont dire ah, n'importe quoi, vous exagérez, moi dans ma clinique on fait comme ci, comme ça. Ok, peut-être. Moi les personnes que j'ai eues, c'est seulement ça que j'ai comme écho, m'ont dit que c'était froid, que c'était vraiment pas, qu'on est quand même sur un projet normalement de cœur et tout ça, et que cette dimension-là manque. Ben lui, le petit Adrien, c'est ce qu'il m'a montré, il m'a dit mais mon Dieu, quelle énergie règne là-dedans, quelle énergie règne dans ces services, quelle distance, quelle froideur à l'humain, quel automatisme. Ah, c'était vraiment anxiogène, il n'y a pas d'accueil. Évidemment, les gens qui travaillent là-dedans, ils ne peuvent pas savoir que dans les éprouvettes qu'ils sont en train de manier pour les mettre dans le congèle, pour les décongeler, pour je ne sais pas comment ça se passe, qu'il y a quelqu'un qui est déjà là en train de sentir ce qui se passe. Et j'espère tellement que cette vidéo, elle puisse toucher des gens qui soient dans ces domaines-là de façon professionnelle, pour pouvoir aller apporter un peu plus de cœur et un peu plus de présence, un peu plus d'humanité
que c'est pas juste des manipulations, il y a de la vie en fait. Pas dans tous, on est d'accord. La vie n'est pas encore arrivée dans tous apparemment. Mais là, mon petit client, il en est la preuve, la vie, elle peut être là aussi. Et il y a une responsabilité de faire arriver les gens dans cette vie le mieux possible. Même si je partage avec vous peut-être cette croyance forte que ce qu'on vit, on a choisi de le vivre. Donc, à mon humble avis, l'âme de ce petit garçon avait décidé d'arriver avec cette histoire-là, ce background-là. Donc ça, c'est OK. Mais peut-être qu'il a décidé d'arriver là-dedans pour que, justement, après, on puisse aller traduire ce qui s'est passé pour lui, pour pouvoir l'offrir au monde actuel, et que du coup, on puisse offrir un autre genre d'arrivée pour ces bébés à venir. Et qu'on puisse aussi passer ce message que lorsque des parents n'arrivent pas à avoir un bébé et qu'il n'y a pas de stérilité avérée, et d'ailleurs même en cas de stérilité, mais quand il n'y a pas de stérilité avérée, il y a un message ici. La nature, elle ne fait pas d'erreur, entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes privé d'avoir des enfants et que vous n'avez pas été sage et que vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants. Loin, loin, loin de moi cette idée-là. Ce que ça veut dire, c'est que votre corps, s'il n'arrive pas à faire un bébé, alors que à l'intérieur, biologiquement, tout fonctionne, il y a une raison. Et on peut aller voir ces raisons. Et pour moi, mais c'est tellement plus logique, plus serein, plus normal, je ne sais pas comment dire, d'aller voir, tiens, ça bloque. Pourquoi ça bloque? Afin de pouvoir débloquer, lever le barrage, lever le blocage et que la vie puisse circuler, plutôt que de se dire, ah ok, ça veut pas passer, ben, je fais ma tête de brique et je m'en fous, je détourne et je vais aller chercher une autre façon de. Parce que si on fait d'une autre façon, si on fait un petit bébé de façon médicalement assistée, on va retrouver le blocage qu'on avait au début. Le blocage qu'on avait pour le fabriquer, on va le retrouver plus tard. Jusqu'à ce qu'on puisse le regarder et le laisser derrière nous. Si c'est notre choix. En général, quand on n'arrive pas à faire un bébé, il y a des mémoires qui sont intéressantes à aller visiter et à aller... Oui, juste mettre carte sur table. On n'est pas là pour se dire, ok, j'ai un problème, mon utérus il marche pas, bon, je vais aller faire un soin énergétique pour que le bébé prenne et puis ça va aller mieux, puis voilà, c'est bon. Non, encore une fois, ça veut dire qu'on force la nature. Ça marche pas, je vais te faire un soin et comme ça va peut-être marcher. Non, on n'est pas là pour faire quelque chose. On est là plutôt pour faire prendre conscience de quelque chose et c'est toute la force d'auto-guérison de la personne qui va faire que les blocages n'auront plus lieu d'être et vont se lever. Et à ce moment-là, la vie va pouvoir circuler. Quand on traduit maman ou papa, la sagesse de l'un ou de l'autre, ou quand on traduit la sagesse du bébé qui est attendu mais qui ne veut pas venir s'incarner dans le ventre de maman, on a accès à ces différents points de blocage et on peut les lever. Ça peut être quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, ça peut être quelque chose qui appartient vraiment à la lignée, à papa ou à maman. Ça peut être quelque chose qui appartient à une autre vie, ça peut être quelque chose, plein de choses différentes, mais qui crée un blocage et qui fait que du coup ce bébé ne peut pas arriver. Ça peut être chez maman par exemple, on l'a dit tout à l'heure quand on a parlé de la gémellité intra-utérine. Peut-être que maman elle a eu un jumeau sans le savoir et sans que personne puisse le savoir, parce que peut-être ce jumeau il est resté qu'une semaine avec elle et qu'en général quand on est enceinte d'une semaine on n'est pas au courant, hein. Donc les parents n'ont pas pu dire ah oui tu avais un jumeau là pendant une semaine, non c'est pas possible. Auquel cas s'il y a eu une gémellité intra-utérine secrète, eh bien en fait il y a une empreinte au niveau de l'utérus qui est là. Utérus égale catastrophe, égale drame. Pourquoi? Parce qu'en fait ce drame intra-utérin il a été vécu vraiment de façon en solitude, c'est comme un deuil qu'on doit faire alors qu'on arrive juste dans la vie et qu'on est seul pour passer à travers et qu'on appelle à l'aide mais de façon tellement subtile que les parents ils peuvent pas recevoir le message, donc on se retrouve tout seul, donc on pense qu'on doit se débrouiller tout seul. Enfin, c'est une catastrophe en fait pour beaucoup de personnes. Et du coup il y a une association qui est faite entre l'utérus et, attention c'est dangereux, il peut y avoir utérus égale mort, si j'ai perdu mon frère ou ma soeur jumelle, utérus c'est dangereux, ou être un bébé, un embryon, c'est pas bon, faut pas, parce qu'en fait moi j'étais un bébé embryon et j'ai tellement souffert qu'il faut surtout pas être un bébé embryon. Enfin, il peut y avoir plein de choses, ce qui fait que du coup, dès que quelqu'un arrive là dans mon utérus aujourd'hui, je pense que mon utérus c'est égal embryon qui meurt, donc les embryons meurent.
Ou bien, il faut pas s'installer là, c'est hostile, si tu restes là, tu risques de disparaître. Bah ouais, il faut pas s'installer là, ok, il y a un message qui te dit, il faut pas s'installer là. Et même si dans ton cœur, ça dit, je veux un bébé, ce truc-là, c'est un programme de survie. C'est un truc qui est en lien avec un traumatisme. Donc ça prend le dessus. Quand on est en mode survie, c'est attention, il y a la vie qui est en jeu là. Donc c'est bien beau, je veux un bébé, tout ça, mais là, il y a attention, danger. Donc ça prend le dessus. Ça peut être ce genre de mémoire, ça peut être aussi dans la lignée de papa, hein, c'est pas que maman, ça peut être très bien même être papa qui a eu un jumeau aussi, et qui pense inconsciemment que l'utérus peut être dangereux. Ça peut être aussi, je sais pas moi, un avortement de l'arrière-grand-mère qui s'est fait avorter avec des aiguilles ou des choses comme ça à l'époque, parce que ça se faisait pas les avortements, et que du coup aujourd'hui l'utérus est associé à quelque chose de très dangereux, ou en tout cas porte des mémoires qui fait que le bébé peut pas s'installer et y rester. Ça peut être tellement de choses en fait. Et quand on va traduire l'âme du ou des possibles enfants qui voudraient arriver là, s'incarner dans cette famille, et parce que des fois c'est aussi de leur côté que ça bloque, et ben on peut voir autre chose. C'est tiens, bah par exemple, bah oui, moi j'aimerais bien, mais je me rappelle de cet exemple-là, je sais plus où est-ce que je l'ai eu, si c'est quelqu'un qui me l'a partagé, si je l'ai lu dans un livre, je sais plus trop d'où ça vient, mais il y avait cet exemple de traduction d'un bébé et une femme qui pouvait pas tomber enceinte, et elle est tombée enceinte après cette traduction. Parce que la traduction disait qu'il y avait un bébé qui était prêt à venir, là, qui voulait venir, qui avait choisi cette famille, mais qui n'avait pas décidé dans son programme d'incarnation d'arriver dans un endroit où il y avait des grosses perturbations énergétiques. Et que l'appartement dans lequel ils étaient à l'heure actuelle était juste à côté d'un transformateur électrique qui émettait des ondes très fortes et qui aurait vraiment nui au bébé. Du coup, les gens se sont dit, bah, on n'a rien à perdre, après tout, on déménage, on verra bien. Même si peut-être ils ont hésité parce que bah, c'est pas rien de devoir déménager, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas en plus derrière. Ils ont déménagé, la dame est tombée enceinte. Donc voilà, pour moi c'est très important d'aller traduire les blocages pour que tout puisse reprendre sa juste place, les blocages se lever et la vie circuler. Plutôt que de se dire, bah ça marche pas et je veux que ça marche, donc je force et je fais un truc et je fais un machin et je force avec un soin et je force avec la procréation. Moi, c'est ma façon à moi de voir les choses. Maintenant, quelque part, j'ai aussi des amis, je connais des gens qui ont fait appel à la procréation médicalement assistée pour avoir un enfant. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette parce qu'elles avaient, je dis elles parce que je pense aux mamans, mais les papas étaient de la partie aussi, cette envie profonde d'avoir un enfant. Et on ne peut pas juger. Moi, je ne sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas pu avoir mes enfants de façon naturelle et que j'avais eu cet élan de faire une procréation médicalement assistée parce que j'avais vraiment envie d'avoir des enfants. Moi, je trouve ça génial qu'elles aient pu faire appel à cette façon-là pour avoir leur enfant. Ce que par contre, j'aimerais vraiment profondément qui change, c'est tout ce qui se passe, c'est tout l'espace qui se passe autour de cette procréation. C'est qu'il y ait plus de conscience. C'est que les médecins soient des médecins et pas des savants fous en fait qui jouent avec la vie. C'est que ce soit des médecins et que les médecins soient au courant de tout ce qu'il y a au-delà de cette pipette, de ces injections, de ces machins, de ces microscopes. Que tous les soignants qui soient autour aussi. Parce qu'en fait, même si on dit rien ou qu'on fait rien, on n'est pas obligé de dire dans le service où on travaille, oui, attention quand même, il y a ci, il y a ça. Non, on n'a pas forcément envie d'être taxé, de cinglé, parce que c'est pas forcément un truc très évident à partager, de croire qu'il y a peut-être une vie dans ce petit embryon de 5 jours. C'est pas évident. Mais si déjà dans votre cœur, dans le service où vous travaillez, dans votre cœur, vous savez ce qui se passe, et que vous êtes là, juste en présence, avec le fait de savoir, d'y mettre de la conscience dans chacun des gestes que vous faites, d'avoir vraiment une pensée englobante, bienveillante par rapport à ces parents qui sont là, de partager un petit peu, quand vous pouvez, à certains endroits, sur certains sujets, c'est déjà énorme. Et plus ça va se faire, plus c'est comme si ça allait rentrer dans les mœurs, et plus du coup on va pouvoir changer ça, et on va pouvoir amener un peu plus d'amour à l'intérieur de ces pipettes, de ces éprouvettes, et de ces bébés qui se sentent seuls. Il y avait une dernière chose que le petit Adrien voulait qu'on partage au plus grand nombre. Et ça, c'est peut-être pas facile pour les parents qui risquent de m'écouter. Donc là, je préfère juste vous le dire, au cas où vous vous sentez un peu fragile sur ce sujet-là, bah, n'écoutez pas la suite. Par rapport aux parents qui ont dû justement, eux, se défaire
d'un embryon, qui avait plusieurs embryons en attente, en congélation, et qui ont dû soit les donner à la science, soit les détruire. Alors les donner chez nous, non, on n'avait pas le droit, mais... si vous êtes sensible sur ce sujet-là, vous n'êtes pas obligé d'écouter la fin de la vidéo. Sachez en tous les cas qu'il n'y a pas de jugement, ni de ma part, ni de la part de ces bébés qui étaient en attente chez vous, ni de la part de mon petit client d'ailleurs, mais que c'est important que ça se sache pour que peut-être ça vous permette d'avoir une conscience différente et de revoir les choses différemment et d'en parler peut-être autour de vous pour les prochaines personnes qui pourraient passer par là, ou d'aller guérir quelque chose en vous qui est triste et qui n'était pas en accord avec ce qu'elle a fait, cette destruction d'embryon, ce don d'embryon à la science, peu importe. Ce que le petit Adrien il m'a partagé, c'est que il avait eu un fort sentiment une grosse déception. Et ce terme-là qu'il m'a partagé, la rencontre manquée. Où vraiment il avait trouvé injuste, il y avait une notion d'injustice et presque de trahison aussi. En fait, d'avoir été cet enfant qui a été appelé, qui a été tellement voulu. En général, quand on en vient à faire une procréation médicalement assistée, c'est qu'on a énormément souhaité cet enfant, qu'on a souffert de ne pas être enceinte, qu'on a regardé notre bâton de test de tous les mois et puis qu'on avait nos règles qui arrivaient, qu'on n'avait pas d'enfant. Il y a eu une telle désolation, un tel besoin, une telle envie, mon Dieu, d'avoir cet enfant, que du coup c'est comme si cet enfant il avait répondu à cet appel et dire ok moi j'arrive, tu vas le faire d'un autre moyen là, c'est pas toi qui vas le fabriquer toute seule mais tu vas le fabriquer là dans un lieu, moi j'arrive, tu vas voir, je mets toutes mes forces et je vais venir, je suis là papa, je suis là maman. Et qu'au final, une fois que papa et maman avaient un bébé, un embryon, et ben lui il restait sur le carreau. Et l'image qui m'a été renvoyée, c'est comme s'il avait cette sensation d'avoir servi, d'avoir été un jouet. Un peu comme un enfant qui souhaite tellement avoir un jouet à Noël, et puis en fait il y a mamie qui offre un autre jouet, et que du coup il est un peu mieux que celui que je souhaitais, et du coup en fait je joue avec ce jouet là, puis l'autre je le laisse, je m'en fous parce que mamie elle m'a offert la version 3 fois plus chouette du jouet que je voulais, donc en fait l'autre je le laisse un petit peu de côté. C'est cette sensation là qu'il m'a partagée, comme s'il avait l'impression que le premier enfant, celui qui avait été implanté, ça avait été celui qui était le plus chouette, qui avait été choisi, et que lui il avait l'impression d'avoir été comme jeté à la poubelle et de servir à rien, quoi, d'être abandonné. Et ça a été très dur. Et la rencontre manquée, c'est un petit peu comme si, vous savez, on peut imaginer comme si c'était dans un film, un scénario de deux gens qui doivent se croiser absolument. Ils se croisent, mais celui qui est conscient, je suis conscient, t'es là, il peut pas parler, il peut pas faire toc toc au carreau, je suis là, puis l'autre il est là, il regarde, et puis finalement il s'en va. C'est un petit peu cette sensation-là. Je suis là, un peu comme si peut-être il avait pu sentir l'énergie de son père biologique qui était censé être son papa, puis de celle qui était censée être sa maman. Peut-être quand ils sont venus pour être implantés de cet embryon qui a été choisi, je sais pas, ils sont là, et ils sont pas là, ils repartent. Et ils reviennent jamais. Et à un moment donné, je suis délaissée. Et cette sensation interne, quand il l'a partagée, moi là je vous la partage avec des mots pour essayer de vous faire comprendre, et quand il me l'a partagée avec des sensations internes, moi ça passe beaucoup par mes ressentis intérieurs, c'était difficile. J'étais vraiment très touchée. Et c'est à ce moment-là où je lui ai réexpliqué ce qui s'est passé en fait. Je lui ai expliqué le fait qu'il n'y avait pas de conscience. La conscience, elle est aussi là, elle n'est pas seulement pour le monde médical, elle est aussi pour les parents. Bien sûr, vous les parents, peut-être que vous avez le droit, c'est pas parce qu'il y a eu 2 ou 3 embryons qui ont été fabriqués et qui sont viables que vous êtes obligé de tous les implanter. Vous avez aussi votre droit. Par contre, il y a une responsabilité, surtout si maintenant vous avez entendu la vidéo, vous avez une responsabilité, c'est de parler à ceux qui restent. Vous n'êtes pas obligé d'aller à côté dans le service et de dire pia comme si vous parliez là. Vous pouvez être dans votre cœur en lien avec cette vie qui est en attente pour lui expliquer ce qui se passe. Et lui expliquer que si vous ne le faites pas venir dans votre famille, c'est pas parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il n'est pas aimable, parce que ceci, cela.
c'est pour des raisons qui sont inhérentes à vous, des raisons de grand, des raisons qui font que vous ne pourriez pas l'accueillir dans des bonnes conditions, parce que vous vouliez un enfant, mais que cet enfant a réveillé beaucoup de choses chez vous, et puis que vous êtes débordé, vous ne vous voyez pas avec un deuxième. Enfin, peu importe les raisons qui sont les vôtres, elles sont justes. Si c'est les vôtres, elles sont justes. Et c'est de lui expliquer ça. Vous savez, c'est comme ces enfants qui sont nés sous X et qui sont abandonnés à la naissance par leur mère. Il est dit, il y a d'ailleurs un beau film qui parle de ça, je ne me rappelle plus du titre, que si on dit au bébé que pourquoi on le laisse et qu'on lui souhaite tout le meilleur et qu'il va y avoir une bonne famille pour lui, il peut réussir à s'attacher à la famille dans laquelle il va arriver. Par contre, si la maman s'en va et qu'elle lui dit jamais rien, ça marche pas. Il pleure, il l'attend toujours, il se dit mais elle est où, mais qu'est-ce qui se passe, j'étais pas bien, j'étais pas ceci, j'étais pas cela. Donc c'est super important, et là c'est ça qui nous montre le petit Adrien, c'est que ça aurait été beaucoup plus facile pour lui si les parents qui avaient voulu un enfant, qui avaient porté ce projet à la base, lui avaient expliqué les choses. Et quand moi je lui ai réexpliqué ça, il a pu lâcher. Et c'est là que le soir il a dit qu'il était plus triste, et qu'il avait même le bonheur qui circulait. Et c'est là qu'il a pu même commencer à se mettre au travail en se disant que ok, c'est pas parce que j'étais nulle que j'ai été abandonnée, donc ça veut dire que j'ai le droit d'être nulle. J'ai le droit de louper. Donc, j'ai le droit d'essayer. Et je suis sûre que ce petit bonhomme-là, quand il va essayer, il va même rien louper du tout. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que voilà, plus ce sujet-là va être mis en plein jour, et plus il y aura de bien-être chez les bébés qui sont déjà nés de ces histoires-là, ou chez les futurs bébés à naître, chez les parents aussi. Et puis parce que ça permet aussi de faire connaître mon travail, et donc de pouvoir éventuellement attirer les bonnes personnes à moi, avec la façon dans laquelle je travaille et les besoins des gens autour. Merci beaucoup et à bientôt.